merci aux organisateurs. Cette année, vous avez vu, c'est un peu spécial. C'est pas le jeudi-vendredi, c'est le lundi-mardi. Et là, on voulait vraiment vous présenter les dernières découvertes de notre organisme de formation qui s'appelle Data SEO Lab. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui a été monté en 2018 et qui aide tous ceux qui touchent au SEO, qu'ils soient débutants ou confirmés, à utiliser des techniques de machine learning. Donc on s'adresse à tout public. Il faut savoir que ça peut se faire sur une journée, sur 2 journées. Avant, c'était en présentiel et maintenant, ça peut être en présentiel ou ce qu'on appelle en distanciel, à distance. Donc on a formé plus de 150 sociétés en 2 ans et on compte bien évangéliser le machine learning de plus en plus, montrer que c'est complètement accessible. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on vous fait la suite de la conférence de l'année dernière. Rémi, est-ce que tu es prêt? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici qui étaient là à notre conférence l'année dernière? S'il y a quelques personnes? Ok. Alors, l'idée de la conf de l'année dernière, je vous la refais très courte. Ça s'appelait « Les histoires extraordinaires du data SEO ». Et en fait, on était venu avec des idées de use case qu'on faisait sur nos projets perso ou avec notre organisme de formation. Et il y en a un en particulier qui nous avait bien fait marrer parce qu'on avait généré un faux article, une fausse rédactrice et une fausse photo de rédactrice. Donc tout ce que vous voyez là, c'est quelque chose qu'on avait généré à 100%. Donc c'était l'idée de un peu parler du sujet des fake news et de la façon dont ça pouvait aussi impacter les SEO, les experts web en général. Et on avait fait croire à toute la salle que c'était vrai. Donc vous voyez, il y a des gens qui prenaient en photo et tout, donc ça nous avait fait bien rire. Et puis finalement, après, on avait un peu annoncé la supercherie. Si vous voulez retrouver la vidéo, vous pouvez la retrouver sur l'adresse qui est là, donc n'hésitez pas. Alors pour cette vidéo, pour cette conférence, on avait utilisé un algorithme qui s'appelle GPT-2, qui était la dernière version d'un algorithme réalisé par OpenAI. Qui connaît OpenAI dans la pièce? OpenAI? Ok. Donc c'est une association à but non lucratif qui a été créée par Elon Musk et une autre personne, qui a pour but justement de rendre l'intelligence artificielle la plus accessible possible à tous. Et donc GPT-2, c'est un peu l'état de l'art dans cette société au moment où on présente la conf en 2019. Et c'est un algorithme en fait qui est assez magique, puisqu'il permet de faire pas mal de choses. Donc par exemple, comprendre du texte, répondre à des questions, faire des résumés de texte et le Graal, générer du texte. Alors, il faut savoir que tout ça, finalement, GPT-2 le fait avec quasiment aucune intervention humaine. Et c'est ça qui rend le truc complètement fou. Et aussi, c'est gratuit. Donc, c'est un algorithme qui est disponible et que vous pouvez tous ici utiliser avec un tout petit peu de connaissances en R ou en Python. Donc, c'est vraiment, vraiment pas compliqué, c'est super accessible. Et la particularité, en fait, de GPT-2, c'est que quand vous avez présenté la conférence l'année dernière, en fait, OpenAI avait décidé de ne pas le diffuser, ou en tout cas pas diffuser l'outil dans son intégralité. Il s'était dit, ok, on va lâcher une petite partie pour que les gens puissent s'amuser un peu, mais finalement, on ne va pas lâcher l'outil, la version complète de l'outil, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup trop de dérives. Je ne sais pas si vous imaginez, mettre ça dans les mains de tout le monde, de n'importe qui plutôt, toutes les dérives justement de fake news qu'il peut y avoir, des dérives de théorie du complot, etc. Manipuler les masses d'un point de vue politique. On peut vraiment tout imaginer, des trucs plus ou moins crades. Et finalement, en novembre 2019, ils se sont dit, allez, YOLO, ils ont sorti la version complète de leur modèle. Et du coup, la version complète, il faut savoir qu'elle a 1,5 milliard de paramètres. Donc c'est juste colossal pour un modèle en machine learning, en deep learning. 1,5 milliard, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Donc c'était officiellement le plus gros modèle du monde en 2019. Comment est-ce que ça fonctionne, GPT-2? En fait, c'est tout simple. Vous donnez un début de texte et l'algorithme est capable de vous rédiger la suite. Donc là, par exemple, on dit le recyclage est bon pour la planète. Non, tu ne peux pas avoir plus tort, c'est complètement faux. Donc voilà ce qu'on donne à l'algorithme et on dit débrouille-toi avec ça. Qu'est-ce qu'on voit? L'algorithme en fait comprend qu'il doit générer la suite en anglais,
il comprend qu'il doit parler d'un sujet qui est pointu, le recyclage, et aussi il comprend qu'il doit donner une opinion qui est un peu à contre-courant. Parce que qu'est-ce qu'on voit? En fait, l'algorithme essaye de nous convaincre que le recyclage est mauvais pour l'environnement, pour l'économie, pour la planète. Donc c'est vraiment complètement dingue. Il a compris tout seul ce qu'il devait faire. Un autre exemple, un peu plus justement people, avec Miley Cyrus qui a été prise en train de faire du vol à l'étalage dans une boutique Abercrombie. Donc ça, c'est ce qu'on donne à l'algorithme. On dit, ben voilà, débrouille-toi avec ça, génère-moi quelque chose à partir de ça. Et là, on se rend compte que tout seul, il comprend qu'il doit nous rédiger un article avec un chapeau, avec un CTA et avec du contenu en dessous. Donc qu'est-ce que c'est ça? Finalement, c'est une structure d'article telle qu'on peut la trouver dans pas mal de sites médias. Si vous voulez tester GPT-2, voilà, c'est un petit cadeau, vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez prendre des notes. L'idée, c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous faites un petit peu de R, donc c'est un langage qui est vraiment très accessible pour des débutants qui veulent se mettre à coder, faire de la data science. Donc il y a un package qui est tout fait, qui s'appelle GPT-2, vous ne pouvez pas le rater, qui permet justement d'utiliser exactement ce qu'on a vu avant. Vous mettez un début de phrase, il vous génère la suite. Donc vraiment super accessible. Vous avez aussi GPT-2 Simple pour ceux qui font du Python. Pareil, aussi assez facile d'accès. Et puis le petit dernier qui s'appelle InferKit. Alors là, ça s'adresse justement plutôt à des gens qui ne veulent pas coder. C'est une interface qui ressemble à ça, qui est en bêta et qui est gratuite, où c'est le même principe en fait. Vous donnez un début et puis ça va vous générer la suite de l'article. Alors la petite subtilité, c'est qu'ici vous avez tout un tas de paramètres que vous pouvez régler vous-même. Donc c'est grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelle est la capacité de l'algorithme à vriller, quelle est la capacité de l'algorithme à élargir le champ lexical, à partir dans une direction qui ne ressemblait pas forcément à ce qu'on attendait au départ. Donc c'est ça, on règle le degré on va dire, d'unicité du contenu, quoi. Donc là, juste pour le test, pareil, on donne Tesla Cybertruck a été créé pour avoir l'usage d'un camion avec les performances d'une voiture de sport. Et donc, là, il nous génère un truc qui ressemble à peu près à un article plutôt informationnel. Un autre test pour la route. Je veux améliorer le SEO en utilisant les data science et le machine learning. Pour y arriver, donc on donne ça en entrée à l'algorithme. Et là, ce qui est assez fou, c'est que l'algorithme nous a généré un témoignage. Donc il a compris tout seul qu'il fallait parler à la première personne. Et il a compris tout seul, justement, le sujet SEO, data science, machine learning, etc. Donc c'est pas parfait. On va dire qu'il faut vraiment prendre ça comme un générateur de brouillon plus. Ou alors, si vous avez un niveau d'attente qui est pas forcément exceptionnel, vous pouvez très bien publier ce genre d'article à des fins un peu plus dark. Ce qui est marrant, c'est que finalement, tout ce que je vous ai montré là, l'algorithme GPT-2 a tout appris tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire tout seul? Ça veut dire qu'on l'a lâché en gros sur Internet et on lui a dit « apprends ». Et à partir de là, ce qui est magique, c'est qu'il a été capable d'apprendre les langues tout seul, d'apprendre que quand on lui donne un texte en entrée en anglais, il doit continuer en anglais. Si on lui donne un texte en français, il doit continuer en français. Il a appris à détecter le type de contenu qu'on s'attendait à voir. Il a appris aussi les champs lexicaux de tout un tas de sujets. On voyait avec le recyclage, avec Tesla, avec le SEO. Vous pouvez lui parler de n'importe quoi, il a toujours le bon champ lexical. Donc ça, c'est assez dingue. Et un truc complètement fou, c'est qu'il a appris à donner quelque chose qui ressemble à peu près à une opinion. Donc ça, je ne sais pas si vous imaginez, on parle juste d'un algorithme, entre guillemets, qui est capable de faire tout ça. Mais ce qui est encore plus fou, finalement, c'est que tout ça, ça appartient déjà au passé. Parce que c'était en 2019, et à l'échelle du monde de l'intelligence artificielle, c'était il y a très très longtemps. Et exactement. Donc en fait, 2019, dans le domaine du machine learning, c'est déjà la préhistoire. Et je pense que vous avez peut-être une petite idée pourquoi ça évolue aussi vite.
il y a pas mal d'arguments. L'argument numéro 1, c'est que vous avez déjà l'espace de stockage qui coûte de moins en moins cher. Donc avant, on jouait avec des téraoctets de données, maintenant on joue avec des millions de téraoctets de données. Après, vous avez les processeurs qui sont de plus en plus puissants. Et vous avez surtout ceux qui sont tout en haut, qui maîtrisent, qui jouent avec ces algorithmes, les GAFA. Donc c'est Google, Amazon, Facebook, qui dépensent des milliards chaque année pour être celui qui a le meilleur modèle. Et derrière, on arrive à des algorithmes de 2020. Et là, maintenant, ce qu'on va vous présenter, c'est où on en est au niveau de l'automatisation en 2020. Et c'est là où ça va devenir hyper intéressant pour le SEO. Comment ça, c'était pas intéressant ce que j'ai dit avant? Hyper. C'était intéressant, mais là, ça devient hyper intéressant. Donc, on va vous montrer déjà quel contenu on peut automatiser facilement ou moins facilement en 2020 et surtout les nouvelles méthodes qu'il faut absolument connaître parce que ça va devenir des batailles d'algorithmes contre des algorithmes. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain, c'est de l'aider à travailler de plus en plus vite. Donc là, vous voyez ici ce qu'on appelle la pyramide de la complexité de la génération de contenu en SEO. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on a beaucoup réfléchi. Donc en bas, vous avez les niveaux les plus simples, ce que tout le monde peut faire très facilement. Le générateur de mots, il existe depuis plus de 10 ans. On utilisait bien avant le machine learning, le deep learning, on avait d'autres techniques. On était capable déjà de générer des noms de marques, de se donner des idées sur des prénoms d'enfants, etc. Les textes courts, donc on en parle depuis déjà 2 ans, générer des descriptions, des titles, etc. C'est fait, c'est documenté, on peut vous donner point de pointeur là-dessus. C'est extrêmement facile à faire. Les images, ceux qui ne connaissent pas encore l'outil qu'on a présenté l'année dernière, This person doesn't exist, à chaque fois que vous faites F5, il vous génère un visage. Il faut savoir que vous pouvez générer ce que vous voulez. Maintenant, vous pouvez générer des animaux, des paysages, des familles, et c'est bluffant. En fait, on est de moins en moins capable de voir si c'est un fake ou pas. Et pour vous dire, on demande même à des dermatologues de tester la qualité des images produites parce qu'ils ont l'habitude de la peau et ils sont capables de voir les moindres détails. Et ensuite, la voix. Donc, si vous ne le savez pas, d'ailleurs, on est mal avec cette conférence, mais avec 1 minute de notre voix, on est capable de générer quasiment à 100% sa voix. Donc après, plus on va avoir de voix, et sur Internet, vous allez trouver les voix de Trump, les voix d'Obama, etc., qui ont été générées pour dire un peu n'importe quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le haut de la pyramide, le plus difficile. Donc, vous voyez, on a mis tout en haut le livre, qui est un Graal, mais qui n'est pas forcément notre cible. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les articles. Donc là, on va voir un exemple de livre. Alors, encore une fois, l'exemple, il date de août 2018. Donc, le livre est présent sur Amazon, il s'appelle One the Road. Et le concept, il était hyper simple. C'est un data scientist. Il s'est dit, tiens, je vais prendre ma voiture pour aller de New York à la Nouvelle-Orléans. Autour de sa voiture, il a mis des capteurs qui sont capables de comprendre l'environnement, de reconnaître les images. À l'intérieur de sa voiture, il a mis un micro, comme ça il y avait ses commentaires. Et toutes les 5 minutes, quand il roulait, la machine générait des paragraphes. Et arrivé à la fin de son voyage, il a eu un livre qu'il a publié directement sur Amazon. Alors ce n'est pas très intéressant parce qu'on est sur du descriptif, mais vous voyez que déjà en 2018, ça commençait à fonctionner de mieux en mieux. L'exemple suivant, vous l'avez peut-être vu. Donc là, on est sur de la vidéo. Donc on a généré un présentateur. Donc il ne bouge pas ses mains. Il n'y a que le visage qui bouge pour le moment. Donc depuis la semaine dernière, ils ont réussi à faire bouger les mains. Donc on est vraiment dans l'actu. Et on génère absolument tout. Le son, l'image. Donc en Chine, ils s'en servent surtout pour l'actu, quand il y a moindre d'audience, en fait, pour éviter de monopoliser 24 heures sur 24 des présentateurs. On n'a pas encore ce genre de techno en France. Et l'exemple qui nous plaît le plus récent, c'est The Guardian. Donc le 8 septembre 2020, ils ont testé un algorithme pour voir à quel point on pouvait aller dans la génération de texte. Et là, l'article, il a intitulé « Un robot écrit entièrement, un article, avez-vous peur humain ?» Et l'article, là, il frise la perfection. Mais on va vous dire comment ils ont fait pour friser la perfection. On a parlé juste avant d'UnfairKit. Donc UnfairKit,
on écrivait un morceau de phrase et il nous générait la suite. Là, sur The Guardian, c'est relativement différent. C'est qu'ils vont plus du tout donner un morceau de phrase. Et si on regarde la différence entre les deux, ici, ils ont utilisé GPT-2 et ici, ils ont utilisé GPT-3. En fait, ils ont utilisé la toute dernière version de l'algorithme qui est sortie très récemment. L'énorme différence, si on creuse dans cet article The Guardian, c'est qu'on a donné une consigne. Et c'est là où ça change tout. C'est-à-dire que quand on donne une phrase, on limite l'algorithme. Ici, maintenant, on donne des consignes à des machines. On lui dit, écris-moi un éditorial court de 500 mots, il faut que ce soit simple et concis, et on lui dit, dis-moi pourquoi les humains n'ont rien à craindre de l'intelligence artificielle. Alors, on va vous donner les astuces sur The Guardian, parce qu'ils ont été extrêmement loin. Ils auraient pu générer qu'un seul texte unique et bien écrit. Ils ont pris le parti d'en générer 8 et de faire ce qu'on appelle du cherry picking, de prendre les meilleurs passages de chaque article et de les combiner. Et ils l'ont soumis à une relecture humaine. Donc encore une fois, ce genre d'algorithme, c'est pour faire gagner du temps, c'est pour aider à l'écriture. Il ne sera jamais capable de... Et puis vous imaginez toutes les directions que vous pouvez lui donner? Donc on en est à ce niveau-là en 2020. Et c'est vraiment stupéfiant, parce que maintenant on va vous montrer jusqu'où ça va aller. Donc c'est la transition parfaite maintenant de rentrer dans les nouvelles méthodes en 2020. Et donc, justement, on va vous parler de ce nouvel algorithme qui a fait sensation là, ces dernières semaines, qui s'appelle GPT-3, donc la suite directe du 2, qui a été créé par la même association, toujours OpenAI derrière. Et donc, GPT-3, il arrive un peu à un moment où il y a un peu la course à celui qui a le plus gros, quoi. C'est en gros, chaque société arrive avec son modèle et va dire c'est moi qui ai le plus de paramètres. Et on avait GPT-2 qui avait 1,5 milliard de paramètres. Okay, vous vous souvenez, 1,5 milliard, c'était colossal en 2019. Depuis la sortie du plus gros modèle de GPT-2, voilà, la course continue. On a eu T5, et ensuite on a eu Turing NLG qui est venu et qui a cassé le game, quoi, avec, vous voyez, le gap entre GPT-2 et Turing NLG, c'était assez fou. Et non, finalement, GPT-3 est arrivé, et ils se sont dit, on va calmer tout le monde, on va arrêter le délire. 175 milliards de paramètres. Donc, vous imaginez, avec 1,5 milliard de paramètres, ce qu'on pouvait faire. Imaginez un peu ce qu'on peut faire avec 175 milliards. La question, finalement, qu'on se pose, c'est pourquoi être dans cette course au plus de paramètres? Pourquoi être dans la course à celui qui aura le plus gros modèle comme ça tout le temps? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Ici, on a étudié, donc c'est pas nous qui l'avons fait, mais il y a des scientifiques qui ont étudié justement un problème de compréhension de texte. Donc, on demande à des algorithmes de comprendre des textes. C'est quelque chose qui date d'il y a quelques semaines. Et finalement, on s'est rendu compte d'un phénomène assez stupéfiant. On a ici, hop, je vais plutôt mettre comme ça, on a ici GPT-2. Donc GPT-2, il avait 1,5 milliard de paramètres, et on se rend compte qu'il a une précision dans sa tâche de, on va dire, 68%. Je ne sais pas si vous avez vu tout en haut, on a le niveau humain. Niveau humain, on est à peu près à 90. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que plus on ajoute de paramètres, et plus on commence à aller chatouiller l'humain. Donc là, aujourd'hui, on est en 2020. L'année prochaine, peut-être qu'on reviendra vous faire nouveaux algorithmes 2021. Je ne sais pas si vous imaginez un GPT-4, où est-ce qu'il sera, mais voilà, je pense qu'on va y être assez vite. Donc voilà, 175 milliards de paramètres, ça permet à l'algorithme d'être juste en dessous du niveau humain. Et ce qui est complètement incroyable, il faut savoir que finalement, arriver à des niveaux de précision comme ça, en soi, c'est pas fou. Vous pouvez demander à des gens qui sont venus à la formation Data SEO Labs, on a un tuto à la fin sur lequel on prédit les facteurs de ranking sur Google. On atteint entre 70 et 80% de précision.
Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, classique quand on a les bonnes données. Mais ce qui est complètement fou avec GPT-3, c'est que c'est une intelligence artificielle qui est généraliste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne sur une seule tâche, elle est bonne sur des dizaines de tâches. Et ça fait toute la différence en fait. Ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Alors quand on parle de dizaines de tâches, on vous a pris quelques exemples ici. Par exemple, GPT-3, vous lui dites ce que vous voulez générer. Génère-moi un texte avec un bouton, etc. Et ça va vous générer une page web avec le code source tout fait, que vous avez juste à copier-coller. Donc il y a quand même quelques métiers qui vont... Ça va sentir le roussi, quoi. Ou être accéléré. Ou être accéléré, ouais. Pareil, data scientist, un des métiers qui a le plus le vent en poupe aujourd'hui. Génère-moi un code, une application Flask en Python, etc. Voilà, le code est là. Copier-coller, ça fonctionne, on est content. Génère-moi des regex. C'est pas mal, franchement. Qui n'a jamais rêvé d'un outil comme ça? Donc là, pareil, on dit exactement ce qu'on a envie de retrouver comme typologie d'URL, et l'outil nous le fait tout seul. Et on n'a rien codé, on a juste donné une consigne. Vous imaginez un peu le potentiel, sachant encore une fois qu'on est juste au balbutiement. C'est ça qui est complètement dingue, en fait. Un autre exemple un peu rigolo, celui-là, on sort un peu du cadre. On peut se générer des profs pour apprendre tout ce qu'on veut, et on peut choisir que le prof soit une personnalité. Donc moi, j'ai voulu être coaché par Elon Musk, et je lui demande de m'apprendre comment fonctionnent les fusées. Et donc, l'algorithme, l'intelligence artificielle, on va le dire comme ça, se prend pour Elon Musk, parle comme Elon Musk, et m'apprend des choses comme Elon Musk m'apprendrait des choses. On a dit que GPT-3 n'était pas seulement bon dans ce qui touchait au contenu, dans ce qui touchait au texte. En fait, il est aussi très bon dans l'image. Quand on parle d'un algo généraliste, on ne peut pas plus généraliste aujourd'hui. Là, on lui demande de nous générer des têtes en décrivant exactement ce qu'on veut. Donc, vous vous souvenez, on parlait de « this person does not exist », où on fait F5 dans son navigateur, ça nous génère une tête aléatoire. Et bien là, on dit exactement ce qu'on veut comme tête, quoi. Donc voilà, on en est là. Et c'est cool, non? Mais c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Calmez-vous, s'il vous plaît. C'est pas si cool. Non, en fait, c'est cool, mais on ne peut pas l'utiliser aujourd'hui. En fait, c'est réservé à, on va dire, une élite de quelques personnes qui ont eu accès à ce GPT-3, mais tout le monde n'a pas eu accès. Et donc, pour l'instant, on attend. On est inscrit à une waiting list depuis quelques mois, et on attend qu'ils décident de l'ouvrir. Et donc, on aurait pu effectivement terminer la conf comme ça, mais c'est pas vraiment, si vous avez déjà vu quelques-unes de nos conférences, c'est pas vraiment l'état d'esprit. On aime bien toujours partager des trucs et que vous repartiez toujours avec quelque chose de concret à faire chez vous, des petits devoirs. Et du coup, hop, on va vous donner un use case avec ce qu'on peut faire déjà à l'heure actuelle en attendant GPT-3. Voilà, donc on voulait terminer sur un use case d'un site généré à 100% de façon automatique. On n'a absolument rien touché. C'est-à-dire, vous allez voir, on va vous expliquer le concept dans 2 secondes, mais on envoie tout dans un WordPress, il n'y a aucun plugin SEO, etc. On se contente juste de mettre du texte forcément unique et complètement généré. Et notre budget, il est énorme pour ce use case. On s'est dit, on va prendre un budget de 0 €. On s'est enflammé là. Parce que s'amuser avec des algorithmes compliqués, avec des infrastructures à 1 000 € par mois, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, allez, use case à 0 €. Le résultat qu'on avait fixé, c'était faire du trafic. C'est l'objectif numéro 1. Et on ne va pas du tout parler de la monétisation. On a envie de dire ça arrive. Et qu'est-ce que c'est ce use case? On a récupéré tous les papiers de recherche donc, qui étaient écrits dans le monde entier, dans tous les pays, etc., dans tous les domaines. Et ce qu'on fait, c'est que ces papiers de recherche, on les comprend avec du machine learning, on extrait un résumé de texte, donc vous allez voir, de cet article. Et notre particularité, c'est que nous, on est formateurs. Et on veut que les gens ils comprennent les papiers de recherche. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun lien
entre le papier de recherche et les formations. Et donc, de façon automatique, on va trouver les meilleures façons, on va plutôt trouver les meilleures formations qui existent et on va les associer à ce papier de recherche. Alors, si vous trouvez quelque chose d'hyper intéressant, vous allez vous dire, ah bah, pour comprendre ce papier de recherche, il faut faire telle et telle formation. Donc, double effet qui se coule pour nous. La première étape, c'est récupérer automatiquement du contenu. Donc là, on n'est pas du tout dans du machine learning. Les papiers de recherche, c'est souvent des PDF. C'est très très rare de trouver le papier de recherche dans sa version complète sur une page HTML. Donc on va récupérer, vous voyez, tous ces papiers de recherche. Et l'étape numéro 2, donc là, Rémi, l'étape numéro 2, on rentre vraiment là dans du machine learning, c'est ce qu'on est sur un scrapper visuel. Les papiers de recherche, comme vous voyez, ils sont composés de textes, ils sont composés de listes, ils sont composés de titres, ils sont composés d'images. Et le machine learning va bien au-delà d'un simple scrapping. Il est capable de reconnaître chaque zone à la perfection. Donc ça, c'est très utile sur les sites e-commerce. Et c'est de plus en plus utilisé par ce que j'ai envie de dire, les scrappers avancés. Là, on ne peut pas du tout se faire bloquer, en fait. À moins qu'ils bloquent l'écran. Et on est dans la capacité de récupérer toutes les zones les plus intéressantes. Ensuite, la génération automatique de contenu. Donc là, on a été très malin. GPT-3 n'était pas disponible. Donc on s'est rabattu sur les deux qui existent, GPT-2 et on s'est rabattu sur BERT. Donc ils sont à l'état de l'art, et on leur a demandé de faire deux choses. De faire soit des résumés de texte automatiques qu'on appelle extractifs, c'est-à-dire de récupérer les meilleures phrases du papier de recherche, ou soit abstractifs, ça veut dire de paraphraser, de réécrire de façon intelligente certains passages du papier de recherche. Et on s'est dit tout ça, donc ça va être l'étape numéro 4, tout ça, donc on est parti de Google Colab, donc on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une solution gratuite pour faire du machine learning. Tout ça, on l'a envoyé automatiquement sur un WordPress. Donc tout ça, c'est du code qu'on va donner pendant nos formations. Et on a envie de regarder le résultat, mais ce n'est pas encore terminé. Il reste l'étape numéro 5, et cette étape numéro 5, elle est intéressante parce qu'on arrive dans ce qu'on appelle les générateurs de maillage interne. On a les papiers de recherche, mais il faut être capable de lui pointer les liens les plus pertinents par rapport à la recherche qui est mentionnée juste au-dessus. Donc là, on avait vraiment un site automatique et vous allez voir les premiers résultats. Donc encore une fois, budget 0 €. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a généré environ 1300 pages et elles se sont indexées quasiment instantanément. Donc Google, malgré toute la connaissance qu'il avait de ces papiers de recherche, on a été même loin, on a même récupéré des papiers de recherche de Google et on a réussi à s'indexer juste à côté. Donc ça montre la puissance de la qualité du contenu et ça montre aussi que là, on n'a pas fait du tout de netlinking. Donc on se place sur forcément de juste de l'indexation, quoi. Ouais, on se place sur de la longue traîne. Et là, vous voyez, on s'est amusé avec 1200 pages. Donc on a environ une trentaine de clics par jour. Maintenant, on va appuyer sur un bouton, on va avoir 10 000 pages. Donc on espère x10. On va appuyer sur un bouton, on va mettre 100 000 pages. Et on peut maintenant aller jusqu'à 1 million de pages. Donc on fait un POC, on y va progressivement pour pas avoir de soucis, mais on est dans la capacité maintenant, avec un site automatique, d'aller très très loin. Avec du contenu unique, c'est ça Avec du contenu unique. Donc c'était pour vous montrer que ça fonctionne. Et tous ces algorithmes qu'on a développés, eh ben, on s'est dit une bonne chose. Qu'est-ce qu'on s'est dit, Rémi ? On va créer une nouvelle formation qu'on va appeler ultraviolet. Et la formation ultraviolet, c'est de se dire, on va aider les SEO à écrire de plus en plus facilement du contenu. Et ultraviolet, en fait, c'est vraiment se dire, l'automatisation, elle doit devenir invisible. On doit même plus se rendre compte que c'est créé par une machine. On doit vraiment faire en sorte que c'est comme si ça a été fait par un humain. Donc bien sûr, il y aura des relectures, bien sûr, il y aura de la supervision. En aucun cas,
Vous devinez, nous, on a été derrière tous ces algorithmes. On n'appuie pas sur un bouton, on attend que ça se passe sur une chaise au soleil. Non, derrière, il y a du travail. Il y a du travail de compréhension, il y a du travail de suivi, il y a du travail de relecture. Mais c'est notre nouvelle formation qu'on va appeler Ultraviolet et qu'on lance en janvier 2021. Parce que d'ici là, on aura encore plus de données par rapport à ce premier POC réussi. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur dataisiolab.com/fr/UV. Donc c'est bien. Aujourd'hui, en plus, il pleut, donc ça donne envie d'avoir un peu d'ultraviolet. Un grand... Rémi, tu peux Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'était pour vous remercier de nous avoir écoutés jusqu'au bout sur ce super sujet d'automatisation de contenu. Merci à tous. Un grand merci.